tes leviers, ils sont pour l'instant très essentiellement opérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une plateforme, un agrégateur qui fait de la pub, qui dépense des millions d'euros en marketing pour faire qu'il y ait des clients qui se connectent sur l'application. Et toi, ton job, c'est de faire en sorte d'être tout en haut quand il ouvre l'application. Un peu comme sur Google. Et pour faire plaisir à l'algo, c'est comme la recette du Coca-Cola, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mais en gros, c'est très rapide temps de préparation, moins de 5 minutes. Très peu d'attente du livreur devant la cuisine. Évidemment, livré chaud. Des bonnes notes de la part des clients. Voilà, c'est les ingrédients qui font ton succès. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode original de la rentrée. Je suis aujourd'hui avec Jean Valfort. Salut Jean, ça va ? Salut, ça va ? Jean Valfort, c'est un nom de roman, ça. Jean Valfort qui est restaurateur depuis un bon bout de temps, on peut dire ça ? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, depuis ta sortie d'école. Donc à l'échelle de ma courte vie, ouais, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on va faire un sujet passionnant. On va parler bouffe, on va parler de l'histoire de la bouffe, du présent et du futur de la bouffe et de la transformation que toi, tu as pu voir dans ces dernières années. Pourquoi je reçois Jean ? Déjà, je suis très heureux de vous retrouver, mais je reçois Jean pour la raison suivante. Tu es le cofondateur de Blend. Blend, c'était que à Paris ? Blend, c'était des burgers. Hein. C'est toujours des burgers, je crois. Il y en a pas mal. Mais c'était dans une autre vie. Et c'était dans une autre vie. Tu as ensuite ouvert des restaurants, une dizaine, qui marchent toujours entre Nice et Paris. Entre Nice et Paris, oui, si on parle des restaurants. Paris. Avant de te lancer dans la Cloud Kitchen, les Cloud Kitchen et Dark Kitchen à une époque. La restauration virtuelle. La restauration virtuelle. Et de lancer aujourd'hui Devor, que vous pourrez retrouver sur Devor.me, Devor.me, qui est une société qui aide des gens à se lancer sur des cuisines virtuelles autour de marques et d'un savoir-faire qui existe, mais tu le diras mieux que moi. Plus tard ou tout de suite ? Vas-y tout de suite. C'est une forme de franchiseur nouvelle génération pour les gens qui veulent se lancer dans la restauration virtuelle. Donc en gros, on apporte tout le savoir-faire pour pouvoir se lancer en réel dans sa ville. Et tout ça vient d'une longue expérience, de pas mal de prise de conscience sur l'évolution de la restauration virtuelle. De pas mal de sueur froide aussi. Oui, c'est une adaptation constante. On essaye de trouver une solution parce qu'on croit beaucoup au marché. Ok. Alors, juste une petite parenthèse sur le titre de cet épisode qui est La cuisine est-elle morte ? Ce n'est pas de moi, c'est une étude que Jean m'a partagée, une étude de UBS, une banque, Is the Kitchen Dead, qui est une magnifique étude bien complète sur 80 pages qui parle de l'avenir justement de la cuisine. Qui fait un espèce de balayage complet des sujets qui pourraient expliquer que dans quelques années, la cuisine individuelle disparaisse. Alors évidemment, c'est à regarder, à prendre avec des pincettes. Eux-mêmes, ils n'ont pas de conclusion radicale sur le sujet, mais en gros, ils t'expliquent qu'il y a un ensemble de facteurs qui font que potentiellement, dans quelques années, on utilisera de moins en moins sa cuisine individuelle au profit de la restauration hors domicile ou de la livraison. Et que pour ça, les cuisines virtuelles ont leur mot à dire. Leur mot à dire. La cuisine virtuelle que toi, tu as opérée en tant que à ton compte, et puis aujourd'hui, tu offres ce service à des gens qui veulent se lancer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Si vous n'avez pas fait, je vous invite à écouter 2 épisodes après ou avant, si vous voulez faire pause et y revenir ensuite. Le premier avec Mélène Rabot, qui est la DG, la General Manager ou la Managing Director de Just Eat en France. On a abordé un peu le sujet de la vente à emporter,
et des cuisines virtuelles, et un autre épisode avec Guillaume Natas qui a fondé la Maison de la Poutine. C'est passé il y a quelques semaines, où on aborde aussi le sujet. C'est un sujet, moi, qui me passionne, que je trouve vraiment intéressant. Peut-être parce que je suis français, qu'on est latin, on discutait en préparant cet épisode, mais on aime bien la bouffe. C'est un sujet qui me passionne, et je pense que tu vas me donner pas mal d'éclairage. Il y a un autre point aussi que je trouve hallucinant, mais j'ai beaucoup de potes salariés qui me disent qu'on est incroyablement courageux, nous, les entrepreneurs, à se lancer. Et moi, je leur dis toujours, ouais, ok, mais c'est facile de lancer une start-up ou une agence de service. Et j'ai toujours pensé que l'un des métiers les plus durs dans l'entrepreneuriat, c'était d'opérer un restaurant. Je t'ai entendu dire ça dans un précédent podcast, effectivement. Je sais pas si c'est particulièrement dur. Oui, c'est très dur. Disons-le, c'est un métier opérationnel, c'est un métier avec énormément de contraintes extérieures. On est à la merci des bailleurs, des banquiers, de l'administration, des voisins. Du passage dans la rue, d'un frigo qui... Voilà, d'un frigo qui pète, de quelqu'un qui vient pas bosser. Et de staff qui vient pas bosser, ouais. Surtout en ce moment, d'un cuisinier qui est pas présent et du coup du restaurant qui peut pas ouvrir. En fait, je dirais que c'est pas si complexe que ça quand t'as un établissement. Là où ça devient vraiment compliqué, c'est quand tu multiplies les établissements et les points de vente. Parce que c'est là où il faut vraiment commencer à avoir des process, un contrôle. Et t'es pas sur place, t'es pas là pour régler les problèmes. Donc c'est là où ça devient problématique. Je pense qu'on a abordé le sujet avec Mélène justement, ou je sais plus qui, mais à propos de Mama ou Big... je sais pas quel est le nom du groupe, mais Mama Group, Big Mama Group. Big Mama. Big Mama, ouais. C'est ça, qui opère... je sais pas combien maintenant, mais une quinzaine de restaurants. Je me demandais si... alors, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de restaurateurs. Toi, tu as fait une école de commerce, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, hein. Une nouvelle génération de restaurateurs qui approche la restauration avec peut-être des logiques de gestion plutôt que de... Victor et Tigran, les fondateurs de Big Mama aussi, étaient en école. Il y a pas mal de personnes qui se lancent, de jeunes qui se lancent dans la restauration après une école de commerce et avec effectivement une approche un peu différente en termes de marketing, en termes de finance, en termes de process, en termes de gestion, qui digitalise aussi la gestion, parce que c'est un métier qui est encore assez artisanal, la restauration de façon générale. Et c'est quelque chose qui, moi je vois pas mal, j'interviens un peu dans mon ancienne école et je vois pas mal de jeunes qui s'intéressent à ça de près, quoi. Ça m'a toujours un peu d'ailleurs sidéré, cet appétit qu'on a pour la restauration et l'entrepreneuriat dans la restauration. Et c'est très rare que je rencontre quelqu'un à qui je dis j'ai ouvert des restaurants qui me disent pas c'est mon rêve, je voudrais ouvrir un restaurant. Ils savent pas vraiment ce que c'est que de gérer un restaurant. C'est sûr que ça fait rêver de se dire j'ai un endroit, j'ai des copains qui viennent. Mais c'est assez bluffant parce que, pour être honnête, moi, c'était pas mon rêve à la base. Et pourtant, tu l'as fait en sortie d'école, tu lances avec des associés Blend. En fait, moi, j'ai vécu pendant 8 mois aux États-Unis, à New York, et on en discutait tout à l'heure. J'ai littéralement pas mangé chez moi pendant 8 mois. J'étais tout le temps dehors. Donc j'ai découvert des restaurants à concept, j'ai découvert la vente à emporter de qualité, et quand je suis rentré en France, mon ex-associé, ami d'école qui lui était sur la côte ouest, est revenu et m'a dit écoute, il y a un truc... Vous êtes revenus tous les deux en même temps? Ouais, enfin, il est revenu un peu avant moi. Et il m'a dit il y a un truc extraordinaire, c'est les burgers gourmets. Alors aujourd'hui, ça semble le burger gourmet, ça semble être un truc... Mais je me souviens bien de cette période où... ça a débarqué, quoi. Ça a débarqué. T'avais le choix entre un Big Mac à 3 € chez McDo ou des burgers gourmets, des burgers aussi chez Big Fernand qui était top. Ouais, c'est ça. T'avais Big Fernand, Le Camion qui fume et Blend qui sont lancés en même temps. Et moi, franchement, en fait, mon but c'était d'entreprendre. J'avais suivi le cursus venture dans mon école. Je voulais vraiment monter une boîte. Mais j'avais pas vraiment l'idée, si j'ose dire. Et quand il est rentré, qu'il m'a dit écoute, moi je me lance là-dessus, est-ce que tu veux venir? L'occasion fait le larron, je me suis dit vas-y, on y va, et on a lancé ça. Ça faisait quelque chose comme 20 couverts, Blend le premier, donc c'est 70 mètres carrés. À côté de République? Il était rue d'Argout, non, il est rue du Louvre. Ok. Dans le deuxième. Et en gros, on a ouvert ça. C'était encore il y a 8 ans, donc t'avais des My Little Paris, des médias encore hyper puissants. Dès qu'ils faisaient un papier sur toi, c'était genre la stratosphérisation. Et ils ont fait un papier sur nous et on s'est retrouvé avec des queues de 40 mètres devant le resto. J'y étais. J'y étais. Oui, j'y étais. On s'est croisés là-bas et ça a été
un succès commercial hallucinant. Malheureusement, ça a été une mauvaise histoire entrepreneuriale de copains qui s'entendent pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je crois que c'est la première ou la deuxième cause de mortalité d'ailleurs des entreprises en France, mésentente entre associés. Ouais, ça arrive. Mais alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je l'ai dit, pour moi, la restauration, c'est hyper complexe. Tu fais ça en sortie d'école. Comment se passe ce lancement? Donc, ok, t'as résumé, vous avez eu un papier un jour, stratosphérisation, et puis ensuite bouche à oreille, ça marche. Ouais. Il y en avait 3 sur Paris, Big Fernand, vous et le camion qui fume. Le camion qui fume, fallait attendre 1 heure, je crois, pour commander, 1 heure pour recevoir sa commande. Enfin, c'était l'enfer. Mais on se lance pas comme ça du jour au lendemain à ouvrir un restaurant. Une fois de plus, c'est dur comme métier. T'as toute une chaîne d'appro, t'as la gestion du froid, t'as la gestion d'une cuisine. C'est dur, mais ça s'apprend. En fait, je pense que c'est pas plus compliqué que de se dire tiens, je vais me lancer dans une boîte qui utilise du code. Quand tu lances une boîte, t'as un projet, t'as une vision, et puis t'essaies de t'entourer des bonnes personnes. Donc nous, en gros, on a passé du temps à trouver des locaux. Ça, c'est un peu complexe. Mais après, tu trouves le chef qui va bien t'orienter, qui va te trouver les bons fournisseurs. Tu trouves les consultants qui peuvent t'accompagner. Les banques, surtout, ça c'est peut-être le sujet le premier, qui elles vont te financer le projet. C'est pas du tout inaccessible, je trouve. C'est à la portée de main. Mais après, ce qui est difficile, c'est la gestion sur le long terme. Mais je pense que comme toujours, c'est beaucoup plus pas beaucoup plus, c'est du travail. Et si tu travailles dur et que tu fais les choses intelligemment, en tout cas pas bêtement, tu peux y arriver. Mais c'est une question de gestion du risque. Quand on se lance, c'est facile de se mettre derrière son PC dans son salon et d'écrire des lignes de code. Je simplifie énormément, je suis d'accord. Mais peut-être plus facile que d'aller chercher tes consultants justement pour faire ton menu, tes fournisseurs et c'est possible. Ton pas de porte, J'ai jamais vécu l'autre partie, donc c'est difficile pour moi de juger. L'intérêt de ce métier-là, c'est qu'au début, c'est très opérationnel. Donc en fait, t'es pris dans l'activité physique. En fait, t'es dehors, t'es emporté. C'est peut-être la très partie tangible en plus. Voilà, c'est peut-être la partie qui est difficile quand par contre t'es tout seul chez toi devant ton ordinateur et que tu cherches où je vais. Là, t'es emporté. Mais c'est physiquement dur. Moi, j'ai perdu 8 kilos à chaque ouverture de restaurant jusqu'à mon 3e. Donc, il faudrait que j'ouvre des restos, alors, surtout après cet été qui était un peu trop arrosé. C'est drôle ça. Ok. 8 kilos 8 kilos. À chaque fois 8 kilos, tu dors pas, tu manges pas. Surtout chez Blend, les burgers étaient quand même. Ouais, mais tu manges pas. Ouais. Genre, littéralement, tu manges pas. Qu'est-ce que ça a duré combien de temps avant la séparation? On a bossé ensemble un peu moins d'1 an. Ok. Qu'est-ce que t'as appris? Plein de choses. La première chose, c'est la force d'impact d'associés. J'ai été... Il paraît que ça arrive une fois dans ta vie, au moins d'avoir une problématique avec un associé. Et moi, je l'ai eu assez tôt. Tant mieux. Donc, sur le moment, c'est très dur à vivre, mais maintenant, je lui en veux absolument pas. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à ça que j'ai fait le reste. Donc j'ai appris tout ce qui est nécessaire pour ouvrir un restaurant, bien sûr, mais j'ai aussi appris pas mal sur moi et puis sur les relations avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et surtout, ça t'a pas dégoûté? Puisqu'après Blend, tu l'as refait. Ouais. Alors j'ai eu une petite traversée du désert quand même pendant 3-4 mois, mais j'ai eu la chance là pour le coup de tomber sur un nouvel associé qui était plein de dynamisme, qui a monté une boîte d'ailleurs, qui a arrêté la restauration maintenant, qui s'est lancé, qui a monté une boîte qui s'appelle Libéo. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Pierre. Libéo, on vient de se rapprocher d'eux. Avec TrackPay, une boîte qui fait. Oui, voilà, oui, tout à fait. La gestion de facturation et exactement. Que Libéo. Et donc Pierre, que j'ai rencontré comme ça, et c'était pas un ami pour le coup au début, mais qui est un mec extrêmement dynamique et qui m'a emporté avec son dynamisme, il m'a donné envie de me relancer, quoi. Et on s'est relancé. Ensemble ? On s'est relancé ensemble. Ah, je ne savais pas qu'il avait une vie dans la restauration avant. C'est de là que vient Libéo. Qu'est-ce qui t'a dit ? Est-ce que tu te souviens de cette phase de traversée du désert ? Parce que, chers auditeurs, j'allais dire chers entrepreneurs, mais ça avait tout son sens. Moi aussi, j'ai lancé quelques boîtes. Il y a des moments plus ou moins difficiles. Et il peut arriver d'avoir 6 mois à vide où on se dit putain, où j'en suis, où je vais. Qu'est-ce qui t'a dit pour te sortir la tête de l'eau ? Je sais pas si c'est les choses qu'il m'a dites. Je pense que c'est son enthousiasme et le fait qu'il baisse pas les bras. C'est un mec qui baisse pas les bras, qui m'a fait dire qu'après 3-4 mois de fréquentation, on se voyait, on parlait BP, on parlait projet et tout, qu'en fait c'était un mec qui pouvait, avec lequel ça pouvait aller loin. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de me relancer. Et donc en fait, c'est comme une rupture amoureuse. Tu te fais planter ou tu te plantes. Qui a planté qui, je sais pas.
Au début, tu restes dans ta chambre, tu pleures dans ton lit, et puis au bout d'un moment, tu rencontres une nouvelle nana, et puis c'est reparti. Parfois, c'est la rebound girl ou boy. Lui, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas, parce qu'on a bossé quand même 5 ans ensemble. Ouais, Mortel. 5 ans ensemble. Et donc, vous relancez. Et donc, on se relance, ça repart. Hein. C'est peut-être ça le plus dur. Parce qu'en fait, quand tu as lancé un premier restaurant, tu commences à faire du chiffre d'affaires, tu commences à avoir des salariés, tu commences à avoir quelque chose qui tourne, tu repars day one, quoi. From scratch. Il faut retrouver le local, il faut reséduire les banquiers, il faut retrouver les mecs qui font les travaux, il faut refaire les travaux, tout ce qui va avec l'ouverture d'un restaurant. Donc ça, c'est peut-être le plus dur, de se dire je recommence. Mais on l'a fait. Une fois de plus, t'es emporté par le truc, quoi. C'est physique, c'est tangible. Moi, j'adore la déco, donc on a trouvé des super décos. On a fait un resto qui était canon, qui est toujours canon d'ailleurs. Aster ? Non, Aster, c'est beaucoup plus loin. C'était Farago. Farago, ok. Cours des petites écuries. Alors, parmi les restaurants, chers auditeurs, vous ne connaissez peut-être pas Jean, mais il y a effectivement Farago, il y a Aster, il y a Zola, il y a les Boca. Boca à Paris, Boca à Nice. On a un Farago à Nice aussi. On a un restaurant qui s'appelle Canard et Champagne. Canard et Champagne ? Canard et Champagne. Est-ce qu'on y mange du canard et on y boit du champagne ? On y mange du canard, on y boit du champagne. Et tout le monde nous a pris pour des fous quand on a lancé ce restaurant-là, et ça cartonne. Ok. Donc voilà, on s'est relancé, on a fait notre restaurant, ça a très bien marché, on a eu de la chance, deuxième fois. Il y a un taux de mortalité assez fort dans la restauration, donc c'est pour ça que je dis qu'on a eu de la chance, parce que finalement, nous, pour l'instant, sur les 10 restaurants qu'on a ouverts, la mortalité, elle est... Zéro. Elle est zéro. Et en plus, vous accompagnez d'autres restaurants. Ouais, elle est zéro. Alors on verra ce que ça donnera maintenant qu'il y a des PGE, cette crise Covid qui nous a quand même fait assez mal. Mais donc on a lancé ce restaurant-là, et puis après on a commencé à se dire ok, il faut on va pas s'arrêter là. L'objectif c'était pas de rester derrière le comptoir, c'était d'ouvrir d'autres établissements. On a fait une petite levée de fonds. À l'époque, il y avait un système assez intéressant. C'était l'investissement de TEPA avec notamment Audacia. Ils te faisaient des espèces d'obligations convertibles, n'étaient pas considérées comme de la dette. Enfin, c'était un truc hyper cool. On a pris ça et on a continué à développer nos restaurants. Et on a décidé de ne pas développer une seule enseigne. On a décidé de faire des concepts différents. Donc au lieu de faire un deuxième Farago, on a fait Canard et Champagne. French Paradox. C'est un choix qui est intéressant à ce stade. Donc t'as eu une première expérience dans la restauration, Blend. T'en as une deuxième qui marche. Ouais. Farago. Ouais. Et là, t'as l'opportunité d'ouvrir 50 Farago à travers le monde, ou de répéter des nouveaux concepts à chaque fois. Ou de créer des nouveaux concepts. Ok. Pourquoi ce choix ? Parce que tu dupliques du coup certaines... Peut-être que ta démarche et ta méthode sont rodées, mais tu dupliques quand même des choses. Ah ouais, tu ne dupliques pas, justement, tu répètes plutôt. Maintenant que la sagesse a pris le pas, je te dirais que c'était une sacrée bêtise. Non, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on a estimé que Farago n'était pas encore assez mature en termes de process. Parce que c'est difficile de faire un restaurant. C'est pas la même chose de faire un restaurant de burger et de faire un restaurant de tapas ou un restaurant traditionnel. Restaurant de burger, tu as une mercuriale, je précise, c'est la liste des ingrédients nécessaires pour faire les plats, qui est assez courte, tu as peu de produits. C'est plus facile à normer qu'un restaurant de tapas où finalement tu as un chef qui crée un peu derrière ce qu'il veut. Et donc on a estimé que le concept n'était pas mature. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est un peu créatif. En tout cas, moi, je suis assez créatif dans l'âme et j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et on est tombé sur un fonds de commerce qui était extraordinaire dans le passage des panoramas, un truc qui a 200 ans. Et on a fait ce restaurant. Quelle année ? Canard à Champagne, ça doit être 2015. Ok, je l'ai raté, mais je traînais souvent par là. À l'époque, il y avait c'était la cantine, je crois. C'était la cantine qui était passage des panoramas. Ah si, c'est au bout. Oui. Peu importe, on emmerde les non-parisiens. Mais ok, deuxième concept. Donc Canard à Champagne. Ensuite, on a fait un test avec Candelma, qui est peut-être l'échec, si j'ose dire, parce qu'on a fait, c'est une crêperie. On a ouvert ça dans le 6e. Erreur. Quand tu fais des restaurants, l'objectif, c'est toujours aller plus gros. C'est la seule solution pour réussir à grandir. Si tu fais plein de petits restaurants, c'est très difficile à gérer. Un gros restaurant, c'est un peu paradoxal, est beaucoup plus facile à gérer qu'un petit. Parce que tu as potentiellement un gros directeur qui peut avoir un gros salaire pour gérer des problématiques que tu n'as pas à gérer toi. Parce que quand tu as une équipe de 5 personnes, quand tu en as un qui manque, c'est beaucoup plus painful que quand tu as une équipe de 50. Et en gros... Tu vois, chez
chez Farago, on avait deux cuistots. T'en as un qui est absent, t'as 50% du staff en cuisine qui est absent. En gros, le restaurant ouvre pas. Quand chez Boca, on a 15 personnes en cuisine, t'en as 2 qui manquent, c'est pas grave, les autres ils compensent. Mais malheureusement, tu peux pas faire ça tout de suite parce que ça coûte cher, les banques doivent te suivre et tout. Donc l'objectif, c'est de toujours faire plus gros. Et là, on est passé de Canard et Champagne, qui était un restaurant qui faisait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, à un restaurant qui était plus petit. Et ça a été une erreur. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il était très bien placé, donc on l'a très bien revendu, et donc on a récupéré notre argent, mais on s'en est séparé assez vite. Après, on a fait Aster. Encore un concept différent. C'est un bistrot, c'est ça? C'est un bistrot. Alors là, c'est le plus dur. Là, c'est la danseuse. On a fait appel à Tristan Hauer, qui est un décorateur d'intérieur assez renommé, qui sortait à ce moment-là du chantier du Crillon. Donc c'est pour te dire d'où il venait. On avait pris un chef étoilé qui s'appelle Gilles Goujon. Bref, on avait mis la barre assez haute. Chef étoilé pour faire des menus? Pour conseils, voilà, préparer les menus, les cartes, présenter des fournisseurs. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire appel à un chef étoilé? Tu sais, la gastronomie, en France particulièrement, à Paris, c'est un milieu assez fermé. Ils voient d'un assez mauvais œil finalement les gens dont on parlait tout à l'heure et dont on fait partie, qui sortent d'école et qui se lancent dans la restauration. Parce qu'en général, ils font de la restauration de concept et ils considèrent pas vraiment que tu fais partie de la gastronomie. Et nous, finalement, ça nous a permis de s'acheter une légitimité, de montrer qu'on est capable de faire autre chose que des burgers ou des magrets de canard. Tu vois. Ou des crêpes. Ou des crêpes. Et puis on en avait envie. Moi, j'adore ce restaurant. On le rouvre ce soir. Non, là, ça ouvre d'ailleurs à midi. Depuis 1 an, j'attends que ça, quoi. Okay. Parce que j'adore ce restaurant. Mais très, très difficile à gérer parce que là, t'as vraiment une carte qui évolue tous les jours, une clientèle assez haut de gamme. Donc ça, c'est le 4e. 4e. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, dans ce choix que tu as fait de à chaque fois créer un nouveau concept, ou en tout cas, il y a d'autres risques, parce que tu dupliques les produits. Enfin, tu les dupliques pas, justement. Tu rajoutes des nouveaux produits, des nouveaux fournisseurs, tes serveurs peuvent pas aller d'un serveur à l'autre, d'un restaurant à l'autre. Enfin, si, ils le peuvent. Mais ils connaissent pas la carte, ils doivent se réapproprier certaines choses. Vous l'avez fait en pleine conscience, ce choix. Ouais, on l'a Vous fait étiez conscient des risques. Ouais, on l'a fait en pleine conscience. C'était vraiment un choix. C'était pas genre on y va parce que c'est comme ça et on sait pas où on va. Non, c'était vraiment on a envie de faire des trucs différents. Et qu'est-ce qui dicte ton choix? Pourquoi vous avez ouvert une crêperie? Parce que t'aimes les crêpes ou parce qu'il en manquait une dans ce quartier? Parce que la zone de chalandise était bonne? C'était rue de Seine, c'était une ancienne crêperie et puis on s'est dit tiens, la crêpe c'est un métier qui a jamais été réinventé. Enfin, il y a pas de concept, il y avait pas de crêpe gourmet, tu vois. Genre un peu comme quand t'arrives avec ton blend et qu'il y a des burgers moyens et que tu fais des burgers gourmets, là t'avais pas de crêpe gourmet. Sauf que la crêpe c'est pas un bon métier. Enfin, c'est pas soit t'as une énorme crêperie avec 200 couverts à la boule et ça remplit, soit tu fais pas. En fait, la crêperie, c'est vraiment le truc où tu passes devant et tu te dis, tiens, en sortant du cinéma, je vais me faire une crêpe. Mais c'est très rare que tu te dises, on va se faire un anniversaire, chérie, on va se faire une crêpe ce soir, on va se faire une crêpe. Ouais. Et puis, tu vends pas de vin, tu vends du cidre. Le cidre, ça coûte aussi cher que le vin, mais ça se vend 2 fois moins cher. Enfin, c'est des tas de sujets qu'on a découverts qu'après, tu vois. Vas-y, dis-moi, c'est quoi les sujets que tu connais à ce moment-là, quand tu ouvres, on en était à Aster. C'était quoi ta recette à ce moment-là? Ma recette d'ouverture de restaurant. Un concept, de la déco, s'associer à un Gilles, Goujon, pardon, pour le tampon. C'était quoi ton... La recette pour ouvrir un restaurant aujourd'hui, l'emplacement reste important, même s'il l'est moins, parce que grâce au digital, justement, on se déplace. La deuxième chose, et ça c'est très particulièrement parisien, Paris est une ville extrêmement concurrentielle en termes de restauration. Ça ouvre tous les jours, avec les meilleurs chefs, les meilleurs décorateurs et tout. Donc t'es obligé d'être dans la cadence et donc de faire appel à des très bons décorateurs, des très bons chefs et une très bonne agence de presse. Moi j'ai commencé à travailler avec une des meilleures agences de presse de Paris sur la gastronomie. Je sais pas si je peux la citer, mais bien sûr, vas-y. C'est l'agence Melchior qui s'occupe de beaucoup de chefs parce que j'ai fait Aster. Sinon ils m'auraient jamais pris. Parce que c'est un microcosme et c'est important de montrer que t'es quelqu'un qui sait faire de la restauration. Et à partir de là, c'est service impeccable, qualité-prix importante. Le prix est devenu quelque chose de très, très, très important. Dans quel sens? Il y a une concurrence sur les prix qui est forte. Alors, je suis peut-être pas représentatif, mais j'ai le sentiment que j'achète de la déco, du service, de la qualité de plats
je suis moins regardant, pardon. Si j'ai décidé de me faire je sais pas, un plat, pardon, je reformule, je me perds. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si je sais que je vais dépenser 30-35 ou balles pour un plat, et 50 balles par tête, que ce soit 45 ou 55 ou 60, finalement, je le regarde assez peu comparé à l'expérience, le décor, la mode, l'effet grégaire. T'es malheureusement peu représentatif. Je vais donner une anecdote. Ok. Donc ce restaurant superbe fait Pardon, je veux juste pas passer pour un connard avec ce que je viens de dire. Hein, je le fais pas tous les jours, mais non, mais je me reconnais assez dans ce que tu dis et moi c'est un peu pareil, mais malheureusement il faut faire du volume dans un restaurant et pour le volume il faut aussi qu'il y ait une majorité de gens qui arrivent et qui se disent j'en ai pour mon argent et ils ont pas forcément toujours la même analyse que toi. Un exemple anecdotique, mais un exemple. Donc restaurant fait par Tristan Hauer, on a acheté des chaises incroyables faites par Tecne qui coûtent très cher, mais c'était superbe, hein, en canage. C'est quel restaurant ça? Aster. Ok, toujours. Menu du jour, 15 €. C'est pas cher. Hein. Bah non. C'est pas cher. Mais on est dans le 2e arrondissement, très concurrentiel, c'est commodité entrée plat, pure. Plat dessert ou entrée plat dessert? Entrée plat. Ouais, ok. Entrée plat. Les gens sortent pour manger du bureau. Restaurant à midi, franchement, c'est pas du tout au niveau de remplissage qu'on attendait. Et au bout du passage, et les gens viennent et ils disent c'est trop cher. Au bout du passage, il y a une pizzeria avec des chaises en bois et des tables en formica à 16 € la pizza. Et là, ils y allaient et ils mangeaient la pizza à 16 €. On a changé les chaises Tecne. Je suis allé au puce de Saint-Ouen, j'ai mis des vieilles chaises en bois, bistrot, restaurant plein. Hyper intéressant. Donc, quoi, parce que c'est bistrot et que c'est cool ou parce que c'est moins... Parce que c'est pas stressant. Tu te dis pas, je vais rentrer, ça va me coûter cher. Tu te dis, c'est des chaises bistrot, ça va être abordable. Et en fait, même si t'as vu le prix quand même en rentrant, t'as pas la même analyse et tu rentres plus facilement. Les photos qu'on voit sur le site, c'est le resto tel qu'il est actuellement? Je pense que c'est les photos justement avec les chaises Tecne, les fameuses chaises en canage. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Qui à la rigueur font bien sur un site, parce que le mec qui vient midi, il est pas allé sur le site avant, alors que celui qui va sur le site, j'imagine, qui prépare... Il se dit, c'est un restaurant chic, quoi. Ouais, ok. Là, on a complètement bistrotisé le truc, on a changé, on a remplacé les grands verres à vin par des verres ballons, on a changé les couverts en nacre par des verres par de l'argenterie chinée, des choses comme ça. Et ça a un impact visuel sur la clientèle qui se dit, tiens, ça va le faire. Impact visuel, je comprends ce que tu dis et où tu vas. Sur le prix, j'ai pas compris. Eh ben moi non, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas compris. Tu disais que c'était un... On n'a pas changé le prix. Et genre, littéralement, d'une semaine à l'autre, on a fait x2 en remplissage. C'est juste que quand tu rentres, quand tu vois 15 €, mais que tu vois les chaises en canage et tout ça, tu te dis, il y a un loup, il y a quelque part où je vais sortir, ça va me coûter plus cher. Si tu vois 15 € avec des chaises bistrot et des verres ballons, tu rentres parce que tu sais que ça va te coûter 15 balles. Même si ça va pas te coûter 15 balles, parce qu'en général, le ticket moyen est plus élevé. Mais c'est un mystère. Ça nous a fallu 2 mois pour découvrir ça. Mais il y a une guerre des restos à Paris. C'est un microcosme, il y a du monde. Est-ce qu'on se voit d'un bon œil? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on se tire dans les pattes? Non, je pense pas qu'il y ait de guerre des restos. Moi, j'ai des bonnes relations avec la plupart des... Il n'y a pas de concurrence dans la restauration. Moi, je suis jamais aussi content quand il y a un autre restaurant qui s'ouvre à côté de nous. Parce qu'en fait, tu crées alors, c'est pas le terme à utiliser en ce moment, mais un cluster qui fait que les gens se déplacent. Et le passage des panoramas, nous, où on est installé, où on a 3 restaurants, n'a jamais été aussi fréquenté que depuis qu'il y a plein de restaurants qui ouvrent les uns à côté des autres. Parce que ça crée une zone de destination. Je sais pas s'il faut comparer ça avec une plateforme sur ton smartphone. Tu vois, tu vas là-bas parce que tu dis que tu vas trouver quelque chose parce qu'il y a plein d'offres. Alors qu'un restaurant isolé dans un coin, beaucoup plus difficile de faire venir du monde. Quand tu vas au ciné, tu as toujours McDo, Burger King, Quick, ils sont tous les uns à côté des autres. Ça crée une zone de chalandise. Et sur la restauration, moi je crois que la concurrence pure n'est pas vraiment un sujet. C'est hyper intéressant. Ok. Et parce qu'en plus, t'aimes bien changer. Ouais. Donc tu vas découvrir l'un de tes restaurants parce que t'es allé à un autre qui était à côté et puis tu essaies le lendemain où tu peux... le réflexe va être de se dire, tiens, je vais aller dans le passage des panoramas. Il y a de l'italien, il y a du chinois, il y a du bistrot, il y a tout ce que je veux. Je trouverai bien un endroit où m'asseoir, ça va me plaire. Ok. Dans cette recette d'ouverture de restaurant, le terme est bien choisi, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu as appris après ces 10 ouvertures? En termes de marketing et de lancement, j'ai reçu par exemple ici une boîte comme Malo qui
qui aide les restaurateurs à faire du... Ouais, c'est une agence de com, Ouais. je les connais un peu. Je te dis, la RP est très forte. Oui, à sur condition Paris, qu'elle te choisisse. à condition qu'elle t'accepte, Qu'elle t'accepte, oui. qu'elle te prenne en client. Ce qui est intéressant à voir, c'est la différence entre Paris et la province. Vous avez pour l'instant des restaurants à Paris et à Nice. Ouais. Et les dernières ouvertures sont les deux À Nice. À Nice, ok. Et alors, je vais pas te donner les prix d'une campagne de lancement à Paris, mais ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec une agence, faut faire venir des journalistes, etc. J'ai ouvert le premier restaurant à Nice il y a 3 ans, qui s'appelle Faragon de Rouf, qui est sur le toit de terrasse d'un hôtel. Un endroit de malade. Mais j'ai pas fait venir Tristan Hauer, j'ai acheté tout sur Maison du Monde et j'ai fait la déco moi-même avec des plantes. C'est joli, hein, c'est canon, mais c'est beaucoup moins recherché que Aster où t'as 50 artisans français qui sont venus et qui t'ont fait les murs, les fenêtres, les moulures et patati patata. Et j'ai pris une photo avec mon smartphone. D'habitude, tu fais venir un photographe, ça te coûte 5000 balles. Et j'ai mis 200 balles de sponsoring sur Facebook. On a fait 36 000 couverts en 3 mois. Et pourtant, le restaurant, il est sur le toit terrasse d'un hôtel, au milieu de Nice, donc loin du centre. Et c'est juste que la répercussion que ça a dans ces villes qui, finalement, ont peu d'offres, est extraordinaire par rapport à ce qui peut se passer à Paris. Comment t'as fait 36 000 couverts ou 3 600 36 000 couverts. 36 000 couverts. En Comment 3 mois. C'est quoi Comment est-ce qu'on passe de 200 balles de pub et d'une photo sur ton iPhone à 36 000 couverts? C'est du bouche à oreille, évidemment, j'imagine, pardon, je te coupe la parole, vas-y, réponds-moi. Non, mais déjà, c'est un grand restaurant, donc tu peux faire 36 000 couverts parce que tu as de la place. Je fais 200 euros de sponsoring sur Facebook, ça explose. C'est-à-dire que j'ai une portée virale colossale. Tous les gens qui viennent après adorent le lieu, prennent des photos, Instagram, patati patata. Et ça se fait tout seul. Le restaurant est plein tous les jours, plus qu'il ne faudrait. Quel est le poids du social media justement dans la réussite d'un resto et de ces influenceurs, influenceuses qui... Je te dirais que c'est très différent entre Paris et la province. Ok. C'est-à-dire que Paris, c'est tellement submergé de nouveautés que tu regardes même plus. Alors que quand tu vas dans des villes, attention, je suis niçois, je suis pas du tout en train de regarder la province d'en haut en disant ça a une répercussion énorme. En fait, mon avis, c'est que la restauration est un des derniers. La restauration est un des derniers sujets qui se consomme à proximité, forcément. Or, tout le monde a dans sa main une espèce de vitrine sur le monde qui est son smartphone, Instagram, et qui voit, quand tu habites, je sais pas, au Havre, à Toulouse ou à Nice, les restaurants qui ouvrent à New York, à Londres, à Paris et tout ça. Sauf que tu peux pas les consommer parce qu'ils sont loin. Si toi, tu arrives en tant que restaurateur et tu te mets à proximité de ces gens-là en leur disant, tu sais quoi, tu vois ce que tu as vu à Londres, ce que tu as vu à Paris, je te le mets là, à proximité. Ça déferle. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça marche. Et j'ai un autre exemple, on en parlera après, c'est on a ouvert récemment le Havre en cuisine virtuelle. On se dit, le Havre, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est stressant. C'est la cuisine qui marche le mieux, quoi. C'est la cuisine qui marche le mieux. On va y venir parce qu'en plus, c'est un sujet, c'est le gros sujet de cet épisode, je pense. Mais avant ça, il y a une... Alors, tu parlais de durée de vie de restaurant, et c'est vrai que moi, je m'étais renseigné à l'époque à New York quand j'y vivais. Comme toi, j'y ai vécu un petit bout de temps. D'ailleurs, une anecdote rigolote qu'on s'est partagée, mais on était beaucoup plus mature. J'étais beaucoup plus mature sur la restauration apportée à New York, où j'utilisais presque jamais ma cuisine. Et il y a une scène dans Sex and the City, oui, je regarde Sex and the City, qui est très drôle, où les 4 nanas sont chez Carrie Bradshaw, je crois, veulent réchauffer un truc au four, elles ouvrent le four et en fait, il est plein de bouquins. En fait, elle n'utilise jamais sa cuisine, et moi, j'utilisais presque jamais ma cuisine. Pour le petit déjeuner, à la limite. Ouais, c'est ça. Ou de temps en temps, j'invitais des gens à dîner, mais ils me regardaient d'un œil bizarre, parce que de faire des dîners, j'étais jeune, entre 24 et 30 ans, j'y étais, c'est pas habituel. Ils font pas. Mon point était le suivant, la durée de vie d'un restaurant à New York, j'avais regardé à l'époque, je crois qu'il y avait un churn de 20% par an, un truc comme ça. C'est énorme. Après, c'est pas le même pays, c'est pas la même chose, hein, c'est beaucoup plus violent là-bas. Bien sûr. Mais la question à laquelle je viens est la suivante. Est-ce que tu peux rester un resto cool et à la mode pendant 5 ans à Paris, ou est-ce que tu as forcément cette espèce d'engouement les 6 premiers mois, de file d'attente pendant 1 an et demi, et puis ensuite ça descend doucement je pense. Est-ce que tu dois te réinventer? Enfin, tu vois, la question d'expérience, oui. Farago, c'est un restaurant que j'estime qui est resté cool pendant 7 ans.
Ok. La chose intéressante, c'est que ce qu'on voit, c'est que souvent les restaurants, genre au bout de 6 ans, j'avais des mecs qui envoyaient des messages en me disant « J'ai lu un truc sur votre restaurant, vous venez d'ouvrir ?» C'est drôle. Et ça débarque en pensant que c'est tout nouveau. Et en fait, je pense que c'est comme dans tous les sujets, t'as toujours les primo-adoptants, je sais plus comment on dit ça en anglais, les mecs qui découvrent le truc tout de suite quand ça vient d'arriver, et puis après ça monte. Early adopters. Early adopters, voilà. Pas compliqué. Et après ça monte, c'est là où tu commences à vraiment avoir un état de grâce. Parce que en fait, les premiers qui arrivent sont en général les faiseurs de tendance, donc c'est vraiment in. Mais après, t'as toute une partie de la population qui n'est pas créatrice de tendance, qui est plutôt suiveur, qui va continuer à faire de ton restaurant un établissement qui est assez couru, mais par un autre type de clientèle. J'ai pas encore le recul suffisant parce que ça fait guère que 7 ans que je fais ça. Un restaurant en France, c'est 7 ans. La dette, c'est 7 ans. Donc en fait, ton restaurant, il est remboursé au bout de 7 ans. Donc ça, c'est la base. Si t'as tenu ton restaurant pendant 7 ans, normalement, c'est bon, t'as réussi. Après, à toi de voir si tu veux le garder, en faire une institution, si tu veux le vendre. Et donc j'ai pas encore le recul, mais je pense que tu peux le faire tenir. C'est intéressant. Au bout de 7 ans, soit j'en fais une institution, et il faut quand même se réinventer d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur la carte ou ailleurs. Ouais. Soit ça devient une vache à lait, c'est bon, c'est fait. Et je le vends. Ça se vend un resto ? Ah bah oui, ça se vend. Mais tu vends la marque ou la cuisine ou non, le pas tu de vends porte, ce qu'on appelle le fonds de commerce. Ouais. Donc c'est ça l'intérêt. En fait, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent dans la restauration, si je veux dire. C'est peut-être même ça qui rend la chose très difficile au début. C'est que c'est un métier qui est très fortement endetté, c'est un métier d'investissement. Donc en fait, tu fais rentrer des banques, tu fais des formes de LBO sur des fonds de commerce. Si t'es bon, t'achètes des mauvais emplacements. T'achètes des bons emplacements mal exploités. Tu mets de la dette dessus, tu t'améliores le. Pour donner un exemple, Farago, je l'ai acheté 140 000 €. Le fonds de commerce. Mais t'as créé Farago, la marque. Oui, mais à la base, c'était un restaurant malgache avec un énorme lézard en papier mâché au milieu de la pièce. Et il faisait 140 000 € de chiffre d'affaires. T'achètes le chiffre d'affaires, en fait. Donc j'ai acheté 140 000 €. J'ai fait 200 000 € de travaux. Donc j'ai mis 250 000 € de dette ou quelque chose comme ça. Et ça fait 750 000 € de chiffre d'affaires. Tu le vends 750 000 €. Donc en fait, pendant 7 ans, tu rembourses ta dette. Et puis au bout de 7 ans, tu as remboursé ta dette. Et là, tu le revends, tu prends 750 000 balles. Ta création de valeur, quoi. Voilà. Okay. Mais ce qui est dur, c'est la période en amont parce que, en général, tous tes cash flows sont absorbés par le remboursement de la dette. C'est ça le plus dur. Ça marche comment, un resto ? C'est-à-dire ? Sur 1 million de chiffre d'affaires, tu peux espérer combien de... Alors ça va varier pas mal, je pense là, parce que notamment sur le sujet du staff, je pense qu'il y a des ajustements qui vont devoir se faire. T'as des grands ratios. En gros, on te dit que ta masse, ton food cost doit être entre 25 et 30%, ta masse salariale doit être entre 35 et 45%, ton loyer doit jamais dépasser les 8-10%, et après t'as à peu près 10% d'autres coûts, électricité, choses comme ça. Donc si tu fais le calcul, c'est entre 10 et 25-30. Si t'es très bon, tu fais 25-30% d'EBITDA. Si t'es correct, tu fais 10% d'EBITDA. C'est passionnant. On pourrait y passer des heures, mais on a des impératifs. Juste pour reprendre ce qu'on se disait avant, mais j'ai retrouvé les noms et on va au moins dire les noms en anglais, mais t'as les innovators qui sont les 2-3 premiers pourcents de gens qui découvrent vraiment des choses. T'as les early adopters qui vont répandre ces innovations, ces tendances. Voilà. T'as la early majority, donc c'est les gens qui suivent les early adopters. Et sur le déclin ensuite de la vie de produit, c'est la vie d'un produit, tu as la late majority. Et j'imagine que c'est ceux qui arrivent au bout de 6-7 ans dans la restauration, peut-être. 2-3 ans. Après, tu as des restaurants. Le Grand Véfour, ça existe depuis 1780. Oui, mais c'est une institution. C'est devenu une institution. C'est ça. Il faut qu'on avance. C'est passionnant, on pourrait y passer des heures. En parallèle de l'ouverture de ces restaurants, tu crées un jour une... Alors, je le dis, même si... vas-y. Dark Kitchen. Dark Kitchen. En fait, ça commence Pourquoi ? un peu avant, parce que Farago, alors c'était 2016, je crois. 2016, on fait partie des 3 premiers restaurants disponibles sur la plateforme Uber Eats en France. Parce que moi, j'avais des copains qui travaillaient chez Uber. Il y avait pas mal de C-execs de chez Uber qui venaient manger chez nous. Et ils nous ont dit, vous savez quoi, on va le faire avec vous.
À l'époque, c'était Uber Eats, c'était je prépare 200 repas le matin, je les mets dans des Zoé, dans des sacs isothermes, ils partent dans Paris et après, toi, consommateur final, tu commandes et t'es livré par la Zoé qui est à proximité. Je crois que alors moi, je fais partie de ces innovators ou early adopters, j'en sais rien, de Uber Eats à Paris. Je crois que t'avais un plat par jour ou t'avais 2-3 plats. C'était un plat par jour. Ouais. Enfin, t'en avais 3 en l'occurrence, c'était un plat pour 3 restaurants différents. Ouais, c'est ça. Et il fallait commander la quantité qui était disponible et après. C'est ça. Et moi, je me souviens des Zoé, mais je me souviens aussi de m'être fait livrer un jour par un taxi. Par un taxi, ouais. Uber qui l'avait encore. Je pense qu'ils avaient fait un peu les deux. Bon, ça s'est assez vite arrêté. Ils ont pivoté sur un modèle à la Deliveroo, puisque, en fait, pour rappel, à l'époque, les tout premiers, c'était Take It Easy en France. Et ensuite, t'avais Deliveroo. Allo Resto, même. Il y a, oui, Allo Resto, oui, bien sûr. Qui est devenu Just Eat. Just Eat. Mélène Rimbaud, que je vous invite à écouter. Oui, bien sûr, Allo Resto, mais c'était encore un modèle différent. Si tu veux vraiment le sujet de la plateforme telle qu'on l'a vu apparaître, c'est Take It Easy, Deliveroo, Uber Eats, nouvelle génération. Voilà. Donc, on a fait ça. Après, Uber Eats a pivoté, a changé de modèle, est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, les agrégateurs classiques. Et on a vu 2 choses. La première, c'est que il y a clairement une demande. On avait des commandes, pas mal. Bien que ce soit un bar à tapas et que ce soit pas forcément le truc qui te vient le premier à l'esprit quand tu veux commander quelque chose. Et la deuxième, c'est que c'est foncièrement incompatible avec la restauration traditionnelle. Je m'explique. Quand t'es dans le rush, que ton restaurant est plein un vendredi soir et que t'as des commandes qui tombent, les commandes sont toujours traitées en dernier parce que ton but quand t'as un restaurant, c'est avant tout que tes clients qui sont sur place soient contents. Donc du coup, tu fais des mécontents chez eux. Tu fais des mécontents chez les livreurs qui attendent pendant des plombes devant le restaurant et qui sont payés à la course, donc forcément, ça leur plaît pas. Tu fais des mécontents aussi dans ta salle parce que tu as des livreurs peut-être un peu énervés qui vont venir, qui vont faire un peu... voilà, et qui vont dégrader l'ambiance. Et puis tu fais un mécontent aussi, c'est l'algorithme. Parce que l'algorithme des plateformes apprécie tes capacités opérationnelles à tenir tes engagements en termes de rapidité, d'attente des livreurs, etc. Donc tu baisses. Et donc plus tu baisses, moins tu fais de ventes. Et ça devient... Donc là, on se dit, OK, il y a un truc, il faut faire la livraison. C'est sûr, c'est le futur, on aura l'occasion d'en parler. Mais dans un restaurant, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc il faut faire des restaurants destinés à la livraison. Et donc ça, 2016, on a fait 2 ans dans nos restaurants. Et 2018, on dit, vas-y, on ouvre ce qu'on appelle une cuisine virtuelle. Dans le 15e arrondissement. Et on l'ouvre littéralement en parallèle du restaurant Aster. Donc ce restaurant 2018 2018 ouais. Ce restaurant Aster qui nous a pris 1 an et demi de travaux, la cuisine elle nous prend 1 mois et demi, juste pour qu'on comprenne vraiment ce dont on parle. C'est hyper intéressant. Quand on parle d'une cuisine, c'est qu'on achète en fait un restaurant, en l'occurrence c'était une pizzeria, une petite pizzeria dans le 15e, on le purge complètement de ce qu'il y a à l'intérieur, on en fait une grande cuisine et il n'y a pas de salle à l'intérieur. Pourquoi le 15e? C'était un quartier qui nous avait été recommandé par la plateforme, qui nous avait dit qu'il y avait... En fait, c'est un quartier qui est très donc t'as une discussion avec... Tu parles avec eux. Hein. Ah, tout le temps. Ouais. C'est des partenaires, donc... Oui, mais il y a 30 000 restaurants, ou je sais pas, ou 10 000 ou 3 000, mais... Et oui, mais nous, on a eu la chance d'avoir toujours des relations assez T'as été le premier, spéciales avec eux, parce qu'on était parmi les premiers, ouais. Donc, une pizzeria dans le 15e, tu élargis la cuisine pour occuper toute la salle, enfin, tu t'occupes tout l'espace. Tu prends un lieu, tu vides tout ce qu'il y a dedans, et tu refais comme s'il n'y avait rien eu, une cuisine. Hyper opérationnel, j'imagine, parce que son seul but, c'est de sortir efficacité rapidement. Opérationnelle. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, t'as Aster avec le décorateur, Gilles Goujon. Voilà. Donc d'un côté, ça prend 1 an et demi, de l'autre, ça prend 1 mois et demi. Ok. D'un côté, ça coûte 1,5 million, de l'autre, ça coûte 150 000 euros. Et d'un côté, ça fait 1,5 million de chiffre d'affaires à la fin de l'année, et de l'autre, ça fait 1 million. 1,5 million, c'est Aster, 1 million, c'est la cuisine virtuelle. Voilà. Donc tu calcules. Enfin, pas virtuelle à ce moment-là. 1 an et demi de travaux. Ouais. 1,5 million d'investissement, 1,5 million de chiffre d'affaires, ou 1 mois et demi de travaux, 150 000 euros d'investissement et 1 million de chiffre d'affaires. Ce qui t'a amené à ça, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, les espèces de les frictions que ton avis, c'est que la cuisine, enfin un restaurant réel et la cuisine virtuelle, ou la livraison en tout cas, sont complètement incompatibles. Ouais. Donc vous lancez ça. Ok. Donc là, t'as une épiphanie. Ah ouais, là c'est la révélation. Là tu te dis dingue, jamais vu ça. Jamais vu un rapport capex chiffre d'affaires aussi extraordinaire. Et puis, comme je te le disais, des marges moindres, plus serrées quand même.
c'est un modèle économique différent. C'est-à-dire qu'en fait, les ratios dont je te parlais tout à l'heure, c'est plus la même chose. Ouais. La seule chose qui reste, c'est le food cost. Parce qu'on utilise les mêmes produits, c'est la même qualité de produit. Mais t'as moins de personnel, t'as moins de loyer, t'as la marge de la plateforme qui vient s'inputer, tu payes moins de frais autres. Ces marges, elles sont de combien en général? Pardon, pas ces marges, c'est le coût de la plateforme. C'est variable. Je pense que c'est pas notre cas, mais je pense que les plus grosses chaînes, les plus draguées, elles doivent être sous les 20%. Ça peut monter au-dessus de 35%. Ok. Donc c'est vraiment variable. Donc t'as un tiers, un quart de ton prix de vente qui va à la plateforme. Ouais. Pour payer. Et qui inclut la part du livreur. Pour payer la logistique. Ouais. Et la présence sur la plateforme, puisque c'est du marketing en fait. Hein. Mais t'as des options de marketing sur les plateformes qui viennent s'ajouter à ça ensuite. Si tu veux. Alors ça arrive. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça commence à arriver, le sponsoring, les choses comme ça. Je te laisse repartir dans ton flux. Je t'ai interrompu, mais donc t'as cette épiphanie. Voilà, et tu te dis, bon... Épiphanie, tu l'as dit, ouais. En fait, la restauration, même si, moi je le disais tout à l'heure, à la base, je suis pas fils de restaurateur, j'ai jamais été particulièrement passionné par la restauration, mais ça te prend. C'est un truc... une fois que tu as créé un lieu, c'est quand même magique de dire que tu as créé un lieu, il y a des gens qui viennent manger chez toi et qui passent un bon moment, tu vois. C'est genre comme faire un très bon dîner chez toi avec des amis, et à la fin, tu as le smile, tu te dis, c'était super. Voilà, c'est tous les jours. Donc ça te prend. Et donc t'es là, t'es un peu au milieu en te disant, ok, j'ai des restaurants, j'adore. C'est très dur, mais j'adore. Et j'ai cette opportunité incroyable et qui ne fait que... C'est que le début. On est en 2018 quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on est fin 2018. On parle à peine encore des restaurants virtuels. Cette étude que je t'ai envoyée sur UBS, elle venait à peine de naître. On parlait d'un marché à 30 milliards, un marché à 350 milliards. Qui allait passer faire un x10 10 en 10 ans plus quoi. tard. Ouais. Et c'était avant la pandémie. J'ai pas les nouveaux chiffres depuis, mais genre c'est... Donc, et si tu veux, c'est juste dans le sens de l'histoire, parce que moi, qui bosse tout le temps, vis à 100 à l'heure et tout, j'ai jamais le temps de me faire manger, donc je me fais tout le temps livrer, et juste tu te dis, c'est quelque chose qui va se développer. Et t'as trouvé une solution pour en faire un commerce. Sauf que t'as trouvé une solution pour en faire un seul commerce. Et là où ça se complexifie, c'est quand tu commences à en faire 2, puis 3, puis 4, puis 5. Parce que c'est un métier qui ne scale pas. Alors, tu termines sur une phrase qui est intéressante, c'est un métier qui ne scale pas, on y revient dans une seconde. Mais déjà, ce que tu me disais, je me le note là, bim, scale. Ce que tu me disais quand on préparait j'allais dire l'émission, c'est marrant. Mais que déjà, dans la Rome antique, il y avait, je l'ai écrit, je ne trouve plus le mot... Des thermopoliums. Des thermopoliums. La livraison, ça fait 2000 ans que ça existe. Ou la vente à emporter, plutôt, ça fait 2000 ans que ça existe. On va se lancer dans l'histoire du restaurant. Ça me passionne. Je viens de faire un post sur LinkedIn sur le sujet. Tu le liras. Sur l'histoire du resto. À Pompéi, ils ont retrouvé des thermopoliums, donc qui étaient en fait des restaurants de vente à emporter. Alors ça s'appelle pas des restaurants. Le restaurant est quelque chose qui est apparu au XVIIIe siècle. Mais c'était un endroit où tu venais pour acheter de la nourriture déjà faite. Et il semblerait que de tout temps, les humains ont été assez à l'aise à l'idée de se faire préparer des plats par quelqu'un d'autre et de les consommer. C'est juste que là, la technologie commence à rentrer en compte et ça rend la chose beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, et c'est ce qui explique qu'il y a une émergence énorme de la livraison dans nos grandes villes. Depuis un bon bout de temps, on en parlait à New York, c'était une évidence il y a 15-20 ans, j'imagine déjà avant, enfin, on l'a toujours vu, de plus en plus en Europe. Une accélération avec le Covid depuis 18 mois. Forcé, ouais. Forcé, malheureusement. On revient au resto après la fin du Covid. C'est un débat qu'on a eu avec Guillaume d'ailleurs, enfin un débat, une discussion qu'on a eu avec Guillaume Natas de la Maison de la Poutine sur est-ce que cette accélération forcée, on va revenir en arrière ou pas, ou est-ce que c'est un cran qui nous fait... There is no way back. There is no way back. C'est quand t'as goûté au truc, et j'ai parlé avec plein de gens qui ne commandaient pas avant sur les plateformes et qui ont été amenés à le faire parce qu'ils étaient coincés chez eux, parce qu'il fallait. Quand t'as goûté au truc, tu continues. C'est un peu comme Amazon, quoi. Tu te fais livrer le lendemain, plus jamais tu vas ailleurs. C'est un... Et déjà, Amazon, maintenant, commence à se faire dépasser parce que 24 heures, c'est déjà encore trop long maintenant. Mais c'est quand c'est tellement commode, c'est tellement pratique.
que c'est très difficile à mon avis de revenir en arrière. Et il y a un autre parallèle qu'on peut faire et que tu vas nous expliquer, mais qui permet d'envisager cet avenir sous un autre prisme, si on en a déjà, enfin si on doit en changer, c'est le prêt-à-porter. Ouais. Là, on rentre dans le sujet, dans la partie polémique, et on rentre dans le moment où les gens vont se dire mais il est fou. Dans le prêt-à-porter, ce dont on se rend compte, c'est que encore au début du XXe siècle, en Europe au moins, tout le monde fabriquait ses vêtements. C'était comme ça. Tu fabriquais tes chemises, tu fabriquais tes pantalons, tes sous-vêtements. Et en fait, le tailleur, c'était le luxe. En tout cas, la personne qui fabrique des vêtements pour toi, c'était le luxe. C'était réservé à une élite. Après la Seconde Guerre mondiale, il commençait à y avoir une industrialisation du marché avec les machines-outils, avec en gros la massification de la production. Et du coup, de plus en plus, les gens ont arrêté de faire eux-mêmes leurs vêtements et ont commencé à acheter du prêt-à-porter. Parce que finalement, ça leur coûtait de moins en moins cher de passer par le prêt-à-porter, de plus en plus cher de le faire eux-mêmes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en termes de temps, t'as juste pas le temps et ça te coûte plus cher du coup de passer du temps là-dessus qu'à bosser, par exemple. Mais aussi parce qu'il y a une perte de savoir-faire. C'est-à-dire que quand ton père ou ta mère t'a pas appris à faire quelque chose, tu l'oublies et du coup, si tu dois commencer à le réapprendre, c'est très très gourmand en temps. Et donc, factuellement, ça te coûte de l'argent. Et donc, du coup, on en rigole quand j'en parle, mais je pense que ça te viendrait jamais à l'esprit de dire à tes amis désolé, il faut que je parte de l'apéro, les gars, il faut que je me fabrique une chemise pour demain. Ça n'arrive pas. Ou alors c'est du hobby, c'est-à-dire que ça te plaît la couture, tu fais des salles le week-end, et du coup il y a une disparition complète de cette habitude totale dans la société qui était de fabriquer ses vêtements. Et le tailleur, ou en tout cas la personne qui faisait la nourriture, qui faisait les fringues pour toi à l'extérieur, qui était quelque chose de luxe, est devenu en fait une commodité. Et le luxe, ce serait au contraire de te fabriquer des vêtements toi-même. Il y a un parallèle qui est intéressant entre les deux sujets, entre le prêt-à-porter et finalement le fait de se faire à manger tous les jours. Hyper intéressant. Et moi, effectivement, ça me fait voir... je l'envisage sous un nouvel angle. Revenons au présent, tu ouvres ta cuisine virtuelle dans le 15e. Tu parlais de scale et on va y revenir, mais cette cuisine, distribuer sa propre marque, tu crées une marque. Tu vois sur les plateformes exister, il y a de la photographie, il y a un nom, il y a des... Le principe d'une dark kitchen, alors c'est peut-être important d'ailleurs en parler parce que dark kitchen ça veut tout rien dire. Tout le monde parle des dark kitchen, mais dark kitchen il y a plein de sujets en fait. T'as soit le côté immobilier, c'est ce que par exemple des mecs comme Cook Lane commercialisent, c'est-à-dire qu'en gros ils achètent des entrepôts et ils se divisent en lots et ils font des cuisines prêtes plug and play et ensuite ils commercialisent ça à des restaurateurs qui viennent et qui cuisinent directement là et qui payent un loyer. T'as aussi les dark kitchen où comme nous on est propriétaire des murs et on fait notre propre cuisine. Tu vois, on passe pas par quelqu'un en extérieur. C'est pour ça que tout le monde te dit mais dans Deliveroo ils font leur dark kitchen. Non, Deliveroo ils font pas leur dark kitchen. Deliveroo ils achètent des entrepôts et ils te proposent, toi restaurateur, de venir t'installer facilement sur place pour faire de la livraison. Nous ce qu'on fait c'est qu'on achète à l'époque on faisait ça en tout cas, on achète les murs, on fait la cuisine et ensuite on met nos propres marques virtuelles à l'intérieur. Donc on crée des marques, des DNVB, c'est-à-dire des marques qui n'ont pas d'existence en dehors de ces plateformes. Et on les commercialise sur la plateforme. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, à partir d'un même local, tu peux commercialiser plusieurs marques. Donc, dans ce local du 15e arrondissement, qui était votre première expérience de Dark Cloud Kitchen, cuisine virtuelle, il y avait plusieurs marques. Il y avait 5 marques. Il y avait 5 marques. Qui sont les marques qu'on retrouve actuellement, qui sont une partie des marques que tu retrouves actuellement. Donc, c'est Saint-Burger, c'est Mama Tacos. T'avais une marque de poulet qui s'appelait Braise à l'époque, qui a changé, qui s'appelle Holy Chick. J'ai oublié les noms. Et ces 5 marques, vous les avez dès le début? Quand tu comparais Aster à la fin de la première année à cette cuisine virtuelle? Progressivement, on a commencé avec la première, c'est Saint-Burger, et après tu rajoutes. En fait, c'est évolutif. C'est ça qui est magique. C'est que tu peux commencer avec une marque, et puis je sais pas, c'est l'été, tu plugues du poké ou une salade, et puis c'est l'hiver, et tu mets un truc de fondu, et puis en fait la nouvelle tendance, c'est je sais pas quoi qui vient de Tokyo, tu l'insères, et en fait t'as un point de vente qui est évolutif. Mais quels sont tes outils, tes leviers pour vendre?
Ce que je veux dire, c'est que sans y réfléchir plus loin, j'ai l'impression que ton seul levier, c'est quelqu'un qui a faim dans le quartier. Ou à moins de 25 minutes de livraison. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. et qui cherche, qui veut un tacos ou un burger. Aujourd'hui, mais bon, je précise, c'est la préhistoire. Hein. Aujourd'hui, on a la préhistoire du delivery. Hein. Oui, et puis là, on était en 2018, qui était la préhistoire d'aujourd'hui déjà. Quoi. C'est ça, mais genre vraiment, il faut vraiment comprendre qu'on est en train de tous tâtonner pour trouver des solutions pour faire en sorte que ce marché fonctionne, que même les plateformes elles-mêmes, en termes de technologie, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a énormément de sujets qui pourront être traités. Tu vois, un exemple très bête, aujourd'hui, les plateformes ne te permettent pas, si toi, t'aimes les burgers et puis ta nana aime les salades, de commander faire un mix, ouais. Depuis un restaurant virtuel qui propose les deux, de te faire livrer un burger et une salade de 2 marques différentes par le même livreur. T'es obligé de faire 2 livraisons différentes. C'est un truc qui, dans 5 ans, on se dira, mais c'était comment ça fonctionnait, quoi. Et d'ailleurs, ça va arriver, je pense, assez vite. Pourquoi je te dis ça ? Je te demandais quels étaient tes leviers en 2018 en tout cas, quand tu lances une nouvelle marque. Tes leviers, ils sont pour l'instant très essentiellement opérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une plateforme, un agrégateur qui fait de la pub. Qui dépense des millions d'euros en marketing pour faire qu'il y ait des clients qui se connectent sur l'application. Et toi, ton job, c'est de faire en sorte d'être tout en haut quand il ouvre l'application. Un peu comme sur Google. Et pour être tout en haut, il faut impeccable faire plaisir opérationnel à l'algo. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. Et pour faire plaisir à l'algo, il faut... c'est comme la recette du Coca-Cola, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mais en gros, c'est très rapide temps de préparation. Moins de 5 minutes. Très peu d'attente du livreur devant la cuisine. Évidemment, livré chaud. Des bonnes notes pour les clients, de la part des clients. Voilà, c'est les ingrédients qui font ton succès. Et si en fonction de ça, ta note monte, tu montes. Si en revanche, t'es pas bon, ça se dégrade, tu descends. Moins de 5 minutes de préparation ? Ouais. Faut que tout soit prêt. En fait, ça veut dire que... C'est pour ça que c'est pas le même métier que la restauration traditionnelle. C'est chaud. C'est un métier de process, en fait. C'est beaucoup plus de la restauration rapide que de la restauration traditionnelle. Donc, nous, littéralement, on a des chaînes de production avec... t'as un burger qui tombe. Et alors bon, nous, en plus, on a travaillé sur un outil technologique qui nous permet de séparer les commandes. C'est-à-dire que toi, t'envoies ta commande, tu dis burger, frites, coca, dessert. Normalement, ça arrive sur un seul ticket. Et dans un restaurant, on appelle ça un aboyeur. Il regarde le ticket, il aboie et il dit burger. Donc tu sais que le mec au chaud, il va faire le burger. Le mec au frites, il va faire ça. Là, en gros, l'outil il prend les informations. Il va mettre sur un écran au mec qui est aux boissons, tu me sors un coca. Au mec qui est aux frites, tu me fais des frites. Au mec qui est au burger, tu me fais un burger saignant. Et au mec qui est... Tu vois, c'est les process. Et donc, tu as des chaînes de prod. Et puis, un steak, ça prend 1 minute 30 à cuire. Hein. Mais je pense que c'est un mauvais exemple. Le burger, parce qu'effectivement, tu peux faire un burger en moins de 5 minutes. Tu peux le faire et l'empacter. Ouais. Mais sur des plats plus complexes, il faut que tout soit préparé avant. C'est de l'assemblage plus que de la préparation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Pas forcément, parce qu'en fait, tu peux faire de la préparation en amont. Dans un restaurant, ça fonctionne comme ça. Hein. Non, mais pardon, je reviens sur les tacos, ok, mais le poulet braisé, le poulet il se braise pas à la minute. Si. Ok. Donc, quand tu vas dans un restaurant, pars du principe que tout est prêt avant que tu commandes. C'est-à-dire que tu as toujours une équipe en amont qui vient le matin et qui prépare. Ouais. Qui fait les légumes, qui va pré-cuire les viandes, qui va préparer qui va préparer ses plats, les plats en cocotte, les choses comme ça. Si bien que quand tu t'assieds, on peut te servir un plat en 10 minutes, ce qui normalement te prendrait 1 heure si tu voulais vraiment le préparer en amont. Donc là, c'est exactement la même chose. Pour le poulet, c'est simple. On utilise des process assez modernes qui sont parfois mal vus, mais c'est dommage parce que c'est vraiment le futur et ça n'a aucun impact sur la qualité des produits. T'as un exemple ? La cuisson sous vide. Ok. Donc tu fais de la cuisson de basse température sous vide. Tu prépares donc ton poulet en cuisson sous vide, donc ça le rend extrêmement tendre ce qui est important, c'est la qualité. Ce qui est important, c'est la qualité du produit à la base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment acheter du bon poulet parce que c'est toujours pareil. On critique les process de préparation, mais ce qui est important à la base, c'est si ton poulet est bon ou si ton poulet est mauvais. Tu prends un bon poulet, tu le fais en cuisson sous vide, il est préparé dans une pachette sous vide, et après tu as ce qu'on appelle des bains-maries. Avant le service, tu sais que tu vas vendre en général, 5-6 cuisses, tu les mets dans ton bain-marie, ils sont tenus à température, et dès qu'il y a une demande, hop, tu le sors, tu l'ouvres, tu le grilles, ça te prend 3-4 minutes parce que sur des charcoals, ça va très très vite avec la flamme. Terminé. C'est un métier de process, donc ces process sont quand même différents de ce que tu as dans tes autres restaurants. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais tu vas continuer d'ouvrir des restaurants physiques ?
Bah, j'en ai ouvert un il y a un an, en l'occurrence Boca, Ouais. à Nice. Donc qui est c'est pas fini. qui est un resto qui fait 650 mètres carrés, et qui fait C'est 400 énorme. couverts. 650 mètres carrés. Ouais, et 400 couverts par jour. Donc ouais, on fait. Ok. On adore ça. Et si tu veux, je pense que c'est ce qui nous donne une légitimité. La problématique de ce métier des dark kitchen, la restauration virtuelle, c'est que ça a été c'est pris d'assaut par l'opportunité business genre il y a quelque chose à faire et j'y vais. Nous, on est des restaurateurs, on estime juste qu'il y a une évolution dans le monde de la restauration et que ce serait dommage de se priver de pas y aller. Mais tu rajoutes une corde. Et moi, je suis pas là pour dire j'abandonne la restauration traditionnelle. Non, c'est notre métier. En revanche, là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à jouer, donc on le fait. Et on est les seuls à le faire d'ailleurs. Donc, on continue les restos, mais c'est effectivement un métier de process. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive sur un nouveau modèle qui est Devore. Vas-y. Donc en fait, on a fait notre première cuisine, puis une deuxième, une troisième, quatrième. À chaque fois, c'était vos cuisines, vos plats, vos. J'achète mon fonds de commerce, Ok. je fais mes travaux, À c'est Paris, mon personnel. tu as dit combien Paris-Bordeaux. Paris et Bordeaux. Paris-Bordeaux à l'époque. Pourquoi est-ce que tu construirais une deuxième cuisine à Paris et tu vends les mêmes marques? Parce qu'en fait, ça marche par cercle. Ok. Oui, donc tu vas t'acheter un autre arrondissement. En fait, gros, t'achètes quoi. Une autre zone de chalandise. une cuisine livre sur une zone de chalandise concentrique tout autour de la cuisine. Et donc, si tu veux couvrir Paris, il te faut 5 cuisines, quoi. Ok. Donc, t'es obligé d'en Couvrir ouvrir Paris et être plaisant pour l'algo et. Ouais, mais littéralement, là j'avais une cuisine rue de Saussure, t'es dans le 11e, tu me vois pas. Hein. Moi je peux pas me faire livrer de mes cuisines. Tu décides ou c'est la plateforme qui décide? C'est la plateforme qui décide, mais c'est normé. Ok. Je crois que c'est 2,5 km, un truc comme ça. Et donc on fait nos cuisines, mais t'as un élément fondamental dans la cuisine, c'est le personnel. Personnel qui dans la restauration rapide est encore plus complexe à trouver, à former, à garder que dans la restauration traditionnelle. Pourquoi? Dans la restauration traditionnelle, tu as encore une fonction, une partie passion, tu vois, des gens qui ont fait des écoles, leur métier c'est la restauration, ils veulent faire ça, ils le feront toujours, ils travaillent en cuisine pendant des heures et ça leur plaît. La restauration rapide, c'est plus un métier d'opérateur, de personnel qui fait ça pour, tu vois, c'est des mercenaires. Ils font ça parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, parce que ça paye relativement bien sans un niveau d'études énorme. Mais du coup, il y a très peu de loyauté. C'est-à-dire qu'il suffit que McDo propose 20 € de plus par mois à côté, ils partent du jour au lendemain. Et quand tu commences à grandir, ça devient très difficile de garder une relation humaine forte avec ces personnes-là parce que littéralement, tu les vois très peu. Parce que forcément, quand tu as une cuisine à Bordeaux, tu vas pas tous les jours, tu fais pas le tour des cuisines tous les jours. Donc, et si tu commences à créer la structure avec les stacks de sous-directeurs, directeurs, etc., tu t'en sors pas parce que c'est pas un métier qui a suffisamment de marge. Moi, je suis persuadé qu'en fait, la restauration livrée, c'est un métier qui est un métier de commerçant, de petits commerçants de quartier. Et on le voit parce qu'on a passé certaines de nos cuisines qu'on opérait nous-mêmes à des anciens salariés qui sont donc devenus des franchisés. Et ça a tout changé. Parce qu'en fait, ils sont devenus le commerçant de quartier. Je prends par exemple Courbevoie. C'est un restaurant qui a quasiment fait plus 100% de chiffre d'affaires depuis qu'on l'a passé à un ancien salarié. Donc c'est devenu le restaurant parce qu'il est là, parce qu'il parle aux gens qui passent devant, il leur explique le concept, il connaît leurs prénoms, il fait des cadeaux. Tu vois, il a une liberté d'action qui est beaucoup plus forte. Et c'est en voyant ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, grandir et faire des restaurants et faire un réseau de cuisine virtuelle, c'était pas quelque chose qui allait fonctionner sur le long terme. Et d'ailleurs, parmi nos concurrents, plus personne ne le fait aujourd'hui. T'as un effet taille qui est trop faible. Dans la restauration, j'en parlais tout à l'heure, la taille est très importante parce que qui dit taille dit chiffre d'affaires potentiel, dit capacité à recruter un directeur avec un salaire élevé qui va gérer le point de vente. Et moi, je crois pas aux cuisines virtuelles industrielles où tu as 50 marques, un truc entrepôt énorme. Moi, je pense que ça risque de créer un déficit de confiance. Moi, je crois à un petit point de vente transparent. Tu passes, t'as la vitrine, tu vois les mecs qui sont en train de cuisiner derrière, tu peux parler au patron et c'est comme ça que ça marche.
Hyper intéressant. Sur l'avenir de la livraison, je pense que c'est... je ne veux pas dire de bêtises. Trusk, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui me disait la même chose. L'avenir de la livraison, c'est pas des giga entrepôts Non. à une demi-heure de Paris, c'est des micro entrepôts, énormément de data pour savoir les produits les plus demandés dans la livraison, type pas bouffe, hein, pas restauration, mais. Okay. Mais nous, c'est particulièrement ça, parce que tu parles on parlait tout à l'heure du prêt-à-porter, de l'industrialisation, de la mécanisation. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on est sur un métier qui est extrêmement intime. On fait à manger pour les gens. Et on est en plus dans une génération où plus personne n'accepte l'industrialisation de la restauration. Donc si tu commences à partir toute voile dehors sur des énormes trucs, des entrepôts, et là tu deviens la dark kitchen qu'on peut décrier, où t'as des mecs qui travaillent, il fait noir et c'est pas top. En revanche, si t'imagines un point de vente avec une vitrine, des gens qui sont en train de cuisiner, et que tu peux voir, ça change complètement ta vision de la chose. Donc Devor est sur un modèle de franchise de la méthode, de l'appro. On avance. Je vois Jean regarder sa montre et c'est vrai que le sujet est passionnant. Ça fait déjà 1h05 qu'on se parle. Ça passe très vite. Ça passe vite. C'est sur... t'as un métier d'équilibriste. Donc, à déployer et développer le concept de Devor tout en respectant, selon toi, l'avenir les valeurs de la restauration, donc de la proximité, du bienfait, du visible. C'est ça. Donc en fait, nous... Quand on est passé sur Devor, on a décidé de se séparer de nos points de vente gérés en propre. Vous en étiez à 4, 5 ? On en avait 5. Ouais. Paris-Bordeaux. Paris-Bordeaux. Okay. Et en fait, on s'est dit, OK, est-ce que notre valeur ajoutée, elle est dans la gestion des points de vente et en gros, gérer les problématiques opérationnelles immédiates, comme... le mec qui est pas venu bosser, la problématique de gaz, la machine qui tombe en panne, ou est-ce que notre valeur à nous, elle est de identifier les produits qui vont plaire aux clients en livraison, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que sur les plateformes, t'as pas grand-chose de très sexy. Ça commence à émerger, mais ça reste quand même assez limité. Hein. Quand tu sors du burger, pizza, tacos, sushi, machin, c'est quand même pour l'instant pas encore hyper au point. Surtout dans les villes de province d'ailleurs, hein. À Paris à la limite, mais quand on arrive au Havre, que tu ouvres Uber Eats, ça fait peur quoi. Donc ça c'est la partie créa, recettes. On a recruté un mec qui nous a rejoint qui s'appelle Baptiste. Son job avant c'était de créer les épreuves de Top Chef. Donc tu vois, son métier c'est la restauration, c'est de créer des recettes. C'est vraiment ça. C'est un passionné. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est créer le marketing qui va avec. Donc ça passe par le packaging, toute l'expérience de la livraison qui fait qu'aujourd'hui, qui est pas du tout inventé. Tu commandes, tu reçois un sac craft. C'est moyennement, tu vois, il y a plein de choses à faire sur le sujet. La troisième chose, c'est la partie fournisseur, qui est énorme. Parce qu'en fait, comme on veut pas industrialiser, il faut aller trouver les fournisseurs qui font les bons produits et qui ont les capacités de fourniture dans un cercle assez proche, qu'en général l'Hexagone, quoi, la France. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est une expertise, ça prend du temps. Et le dernier point, c'est la technologie, parce qu'on développe en fait notre propre outil tech pour la gestion du point de vente. C'est encore embryonnaire aujourd'hui, mais comme on fait du e-commerce, comme on gère un restaurant virtuel, il me semble assez problématique de ne pas imaginer qu'on puisse le gérer de façon virtuelle. Autrement dit, au bout de son smartphone. Et moi, je pense que dans 2 ans, une cuisine Devor, tu la gères de ton smartphone, tu fais tes commandes en direct, tu vois exactement ce qui tombe, tu connais ton product mix, tu vois tout en direct depuis ton smartphone. La data sur l'actuel, mais aussi l'avenir. Hein. Typiquement, s'il y a demain, je sais pas, une manifestation, que je suis au Havre, qui risque d'y avoir une hausse de demande. C'est ça. On a un algorithme de prédiction de commande. On utilise un algorithme de prédiction de commande. Et littéralement, ça te dit, attention, demain, t'as un match de la Ligue des Champions, tu devrais vendre 84 burgers. Il t'en reste 50 en stock. Veux-tu passer une commande ? Et moi, en amont, j'ai tout plugué sur la machine. J'ai fait que le steak, il vient de chez lui, machin. Et quand tu appuies sur commander, tout arrive directement chez toi. L'idée, c'est de se dire que le franchisé, il va gérer ses problématiques opérationnelles et c'est tout. Le digital va lui avoir complètement simplifié la vie sur tout le reste. Le digital, le marketing, t'as cloudisé la franchise d'un côté. Je reformule avec mes mots pour être sûr d'avoir compris. Et vous aussi, chers auditeurs. Mais donc,
dévore, il y a des marques, il y a des process, il y a des producteurs, des distributeurs, enfin pas des distributeurs, des producteurs, il y a de la pro. Il y a une brique techno qui est forte et qui permet de se plugger sur les plateformes de livraison, mais aussi en amont sur l'approvisionnement. Moi, qui ai envie d'ouvrir une cuisine virtuelle, restons au Havre, hein, puisque tu en parles depuis tout à l'heure, mais je n'ai presque plus que de l'opérationnel à faire. Je me soucie pas de la marque, du marketing, des recettes, des appros. Je produis, je livre. Et d'ailleurs, c'est sur ce critère-là en général qu'on recrute les personnes qui nous rejoignent, c'est d'être un bon manager et de gérer ton entreprise en bon père de famille. Moi, je pense que justement, tout ce personnel qui est assez peu reconnu dans la restauration rapide, ce qu'elle veut, c'est un patron qui vient, qui leur tape dans le dos et qui leur demande comment va ta femme. On en sourit, mais c'est ça qui est important. Tu vois, c'est l'humain. C'est les gens qui sont tellement habitués à travailler dans des grosses machines où en fait ils sont interchangeables que s'ils arrivent dans un lieu où finalement t'as le patron qui arrive et qui s'intéresse à eux, ça change tout. Mais par contre, s'il veut vraiment s'intéresser à eux, il faut pas que tout le reste soit painful. Et donc nous, on s'occupe de tout le reste. Donc toi, t'arrives, tu dis, moi je veux ouvrir une cuisine. Je te dis où est-ce qu'il faut que tu t'implantes, comment est-ce qu'il faut que tu construises ta cuisine, combien ça va te coûter, le BP pour te faire financer. Et après, une fois que ta cuisine est ouverte, je te mets une tablette, tout est plugué dedans, le système d'approvisionnement, les fournisseurs, et tout ça. T'allumes et t'attends que ça tombe. Et tu t'assures que le burger, quand il sort, il est chaud et il est bon. Je sais pas si tu communiques dessus, mais quelle espérance de chiffre d'affaires, de marge je peux avoir ? Alors, ça dépend des villes. C'est assez variable et en plus là-dessus, on fait aucune promesse puisque c'est un des principes de la franchise. Tu ne peux pas faire de promesse de chiffre d'affaires, sinon t'es en défaut. Mais c'est un truc entre 600 000 et 1 500 000 euros par point de vente par an, hors taxe. Par an. Hors taxe, par point de vente, en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, et à la fin, si t'es bon, il te reste 10-12%. Après avoir reversé ma... Après tout payer. Après, parce que j'ai payé Dévore pour m'avoir accompagné. Enfin, oui, parce que moi, je me fais payer pour cette prestation-là, bien sûr. Je me fais payer pour cette prestation-là, je me fais payer pour l'outil technologique. Mais t'as payé ton personnel, ton loyer, la plateforme, t'as tout payé. Il y a encore 1 million de sujets que j'aimerais bien aborder, mais on va conclure en prenant un peu de hauteur. Je t'inviterai pour un catch-up, peut-être pas d'ici un an, peut-être avant même, mais il y a 2000 ans, il y avait des thermopoliums à Pompéi. J'en ai visité un, en fait, je réalise maintenant, je vois les photos sur Internet. Mais oui, j'ai visité Pompéi et je me souviens de cet espace-là avec ces grandes jarres creusées dans le... Enfin bref. Il y a quoi alors pas dans 2000 ans, mais dans 5 ans. C'est intéressant que tu me poses cette question parce que justement, le post que j'ai fait sur LinkedIn s'intéressait au restaurant. Personne ne connaît l'histoire du restaurant. On a l'impression que le restaurant, c'est un truc qui a toujours existé. Tu me parlais des tavernes tout à l'heure. Les tavernes, c'était pas des restaurants. Les tavernes, c'était des tavernes. C'était un plat fixe, à heure fixe, à prix fixe. Et c'était des tables partagées. Le restaurant, ça date de 1765. Ça a été inventé par un mec qui s'appelle Boulanger et c'est né à Paris. Et à la base, un restaurant, c'était quoi ? C'était un lieu où on allait se restaurer au sens régénérer son corps parce qu'on mangeait très mal à la maison, sauf à habiter à Versailles. Ce mec-là a créé le menu différencié, les tables pour deux et le fait que tu puisses venir manger à l'heure que tu veux. Il a créé ça. Quelques années plus tard, est arrivé un choc exogène qui s'appelle la Révolution française, qui fait que tous les chefs qui travaillaient pour les nobles se sont retrouvés à quitter ces foyers-là et ont commencé à travailler pour la bourgeoisie au sein de restaurants qui sont devenus quoi ? Des cuisines publiques. Un restaurant, c'est une cuisine publique. On est quoi, 250 ans plus tard ? Donc assez vite, on a oublié le côté restaurant, côté bon pour la santé et tout ça. Le restaurant est devenu un lieu de vie sociale, de rencontres. Et c'est la Révolution française qui a permis ça, parce qu'il y a eu un choc exogène. Nous, on est 250 ans plus tard. Le restaurant, on le connaît comme tout le monde, lieu social et tout. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec une pandémie et la digitalisation totale de l'économie et du monde. Eh ben, moi, je pense que c'est un nouveau choc exogène qui fait que la restauration virtuelle va apparaître et devenir un élément hyper important de la restauration tout court. Ça va vivre en parallèle de la restauration traditionnelle. Je ne pense pas qu'on arrêtera d'aller au restaurant parce qu'on se fait livrer. Je suis même complètement contre cette idée-là. Mais à mon avis, on a vécu là, si c'est fini, j'espère, je touche du bois. Ouais, pareil. On a vécu là le choc qui fait que dans 5 ans, on se posera vraiment la question de savoir s'il faut qu'on continue à faire des courses. Et peut-être aussi de s'acheter une cuisine quand on achète un nouvel appart.
Jean, je m'arrête là. C'était super comme conclusion. C'était passionnant. Comme dit, on pourrait y passer encore des heures et on sera certainement un catch-up assez rapidement. Je m'étais noté des choses, mais on y reviendra. Merci infiniment pour ton temps. C'était super. J'adore le fait que tu sois un vrai restaurateur. J'ai dans mon entourage et dans mon réseau des gens qui ont ouvert des cuisines virtuelles, mais sans venir de la restauration avant. J'aime le fait que tu continues de te dire que tu veux ouvrir des restos. Effectivement, je pense pas que le resto soit mort. C'est cool d'aller au resto, de se faire servir. C'est une expérience. Mon resto préféré, j'ai eu la chance de faire quelques beaux restos dans ma vie. Et ben, c'était pas le plus. Enfin, je me souviens pas très bien de ce que j'ai mangé. Je me souviens du service et de l'expérience que j'y ai vécu. Bien sûr. C'est le moment. Et c'était ça. Ouais. C'est le moment. Le restaurant, c'est. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, on s'est séparé de nos salles à manger dans les apparts, une fois de plus à cause du prix de l'immobilier, mais parce qu'en fait, quand on veut manger avec des amis, qu'on veut vivre un instant, on va au restaurant. C'est l'expérience qui compte. Exactement. Beaucoup plus que l'assiette. Et le service et tout ce qui va autour. Beaucoup plus que l'assiette. J'ai essayé, je me suis fait livrer un étoilé pendant le confinement l'année dernière. C'était affreux. Aucun intérêt. C'était vraiment affreux, quoi. En revanche, sur la restauration virtuelle, nous, on est sur la commodité. On est en train de remplacer la cuisine. C'est le moment où t'as pas envie de cuisiner, t'as pas envie de faire les courses. Mais il faut quand même que tu manges, parce que c'est comme ça. Et puis rien n'empêche de se faire plaisir. Ce qui était peut-être différent d'il y a 10 ans où il fallait manger pour manger et on commandait... Pardon, dans ma démarche, et c'est très personnel une fois de plus, mais dans ma démarche de commande de repas en ligne, il y a cette dimension qui est apparue il y a quelques années et qui s'accentue en ce moment, je pense, le côté plaisir, sain, plein de choses qu'il n'y avait pas avant, moins en tout cas. Le choix. Je ne sais pas si on va conclure là-dessus, parce que après, il faut qu'on y aille. Pardon. Pendant les 2 confinements l'année dernière, j'ai été invité chez des amis plusieurs reprises et j'ai été amusé de voir qu'en fait, ils avaient commandé des plats à manger entre amis. Avant, tu faisais la cuisine et là, ils se les faisaient livrer, tu vois, du libanais, des choses comme ça à partager. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et moi, je pense que ça montre le potentiel de ce marché qui est encore énorme et, comme je te dis, c'est la préhistoire. Jean, merci infiniment pour ton temps, ta franchise, ta transparence. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver. Une belle année qui commence avec un super épisode autour d'un sujet qui nous passionne tous, nous les latins. Merci Jean. Merci pour l'invitation. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.